Radio 2M. Faites entrer l'invité. Avec Fathia El Aouni. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Faites entrer l'invité. Aujourd'hui, nous allons parler d'une ressource dont personne ne peut se passer, une source de vie. Je veux parler bien sûr de l'eau. Ce week-end, aux quatre coins de la planète, de nombreux événements étaient organisés pour marquer la journée mondiale de l'eau. Le Maroc n'était pas en reste. Un important séminaire a été organisé vendredi dernier par le ministère de l'Équipement et de l'eau en présence de nombreux experts internationaux. L'occasion pour nous de faire un bilan sur la situation dans le royaume, bien sûr. Les dernières pluies ont-elles été des plus bénéfiques pour notre agriculture? Qu'en est-il vraiment? Quels sont les niveaux avec les chiffres de taux de remplissage de nos barrages? Après autant d'années de sécheresse, certains s'interrogent: ne faudrait-il pas revoir notre politique hydrique? Flambée des prix des produits alimentaires, l'eau est-elle vraiment responsable de tous les maux? Nous parlons d'équipement également dans un instant, et celui qui va répondre à toutes nos questions, c'est bien sûr le ministre de l'Équipement et de l'eau, Nizar Baraka. Bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir. C'est vous qui nous recevez aujourd'hui, on vous en remercie infiniment. Alors, monsieur le ministre, j'ai plein de questions à vous poser, mais la première, je vais débuter avec cette journée mondiale de l'eau que vous avez voulu cette année sous le signe de la jeunesse. Pourquoi c'était important pour vous de mettre l'accent sur la jeunesse ? Mais écoutez, en fait, comme vous le savez, aujourd'hui, la problématique de l'eau est une problématique mondiale. Et avec le dérèglement climatique et les changements que nous percevons, en fait, la situation de l'eau devient particulièrement cruciale. Donc, la question de l'eau devient cruciale. Et comme vous savez, la jeunesse, en fait, est celle qui porte son avenir. Et donc, il est important de la responsabiliser. Et nous avons considéré que le fait de mettre cette année, en fait, l'accent sur la jeunesse et l'innovation, ça permet de répondre à trois principes fondamentaux. Le premier, c'est celui de la responsabilisation, parce qu'aujourd'hui, il s'agit que la jeunesse s'implique pour pouvoir veiller et s'assurer qu'il y aura de l'eau pour les générations futures. Deuxièmement, la jeunesse est porteuse d'innovation, a une capacité de créer et donc d'apporter des solutions par rapport aux problématiques que nous avons donc sur le plan hydrique. Et troisièmement, en fait, la jeunesse est aussi porteuse de messages. Donc, elle peut véritablement jouer un rôle important pour la conscientisation de la société, pour pouvoir avoir, je dirais, donc un comportement qui soit en phase avec les changements majeurs que nous subissons, et par conséquent, donc, nous permettre réellement, et c'est le point essentiel, arriver de passer à la logique de la conscientisation à la logique de l'acte. Mais est-ce que nous mesurons suffisamment, nous tous, et là pour le coup, pas seulement les jeunes, l'urgence de la situation? Est-ce que l'on mesure la gravité de la situation? Et là, je ne parle pas que du Maroc, je parle du monde. Oui, aujourd'hui, il est vrai que dans le monde, nous avons une situation assez particulière, dans la mesure où certains continuent à penser que le changement climatique est un leurre, et d'autres, par contre, qui sont très convaincus, en fait, de ces changements. Et d'ailleurs, je peux vous dire que sur le plan mondial, nous assistons à une accélération du réchauffement climatique, puisque les températures sont en train d'augmenter. On a déjà atteint les 1,1, 1,2 degrés de plus par rapport au passé, et la limite qu'on s'était fixée dans le cadre des accords de Paris est de 1,5. Pour le Maroc, nous avons même dépassé les 1,5 puisque nous avons atteint 1,8. Deuxième changement majeur que nous vivons sur le plan hydrique, c'est que certes la quantité d'eau reste la même, mais cette quantité, vu l'augmentation démographique par personne, et donc diminue de manière sensible. Et troisièmement, c'est que nous avons une nouvelle répartition de cette pluviométrie. Certaines zones qui étaient considérées comme arides, aujourd'hui sont des zones où il y a des inondations, et d'autres zones qui étaient riches en capacité hydrique commencent à connaître une baisse. Donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus rester dans la logique zone aride et zone humide, et on doit s'inscrire dans une logique véritablement plus transversale, qui intègre en fait les dispositions
pour les périodes finalement où il y a J'ai envie de rebondir par rapport à ce que vous venez de dire. Et les périodes où nous avons des inondations. Est-ce que vous seriez, vous d'ailleurs, pour une politique territoriale, une répartition différente, une nouvelle politique hydrique territoriale? Exactement. D'ailleurs, aujourd'hui, nous considérons que sur le plan de la politique de l'eau, on doit absolument partir des territoires pour pouvoir avoir une politique qui soit adaptée à la réalité donc de ces territoires. 3 choses à savoir. 1, dans le cas du Maroc, nous avons 53% des précipitations qui sont concentrées sur 7% du territoire. Donc la logique de moyenne n'a aucun sens. Ça ne veut plus rien dire par rapport à il y a 2, quelques années. nous sommes à 600 mètres cubes par habitant. On était à 2600 en 1960. Nous sommes à 600 mètres cubes par habitant et par an. Mais c'est une moyenne. Mais la réalité, c'est que dans certaines zones, notamment au nord, on est à plus de 1000 mètres cubes par an et par habitant. Et au niveau des provinces du Sud, nous sommes à 100 mètres cubes par habitant et par an. Donc aujourd'hui, avoir une politique globale n'est vraiment pas ce qu'il faut. Et c'est la raison pour laquelle nous avons veillé à ce que, pour la mise en place du plan national de l'eau, à ce qu'on mette en place les PDR, donc au niveau de l'ensemble des bassins, donc qui sont identifiés pour chaque bassin à l'horizon 2050, pour identifier quels sont les besoins, quelles sont les contraintes, quelles sont les mesures à prendre pour pouvoir veiller à ce qu'on ait de l'eau potable pour l'ensemble de la population et qu'on puisse aussi irriguer suffisamment donc, par rapport au monde agricole. Et c'est à partir de là qu'on va construire le plan national de l'eau qui sera prêt, Inch'Allah, donc d'ici la fin d'année, au début de l'année prochaine. Bon, on l'imagine, votre téléphone a dû beaucoup sonner ces derniers jours, puisque avec les dernières pluies, tout le monde veut savoir, et l'ensemble de nos confrères et des médias, pour informer les populations. Donc on a eu ces derniers jours des pluies assez exceptionnelles, puisqu'elles sont qualifiées comme ça. Ça veut dire quoi? Nous ne sommes plus en danger. Tout d'abord, les barrages, on s'en sort comment? Mais écoutez, où en sommes-nous au jour d'aujourd'hui? On peut dire aujourd'hui, par rapport à la tendance qu'on a vécue depuis la fin des années 2020-2021, aujourd'hui, nous avons eu une inflexion positive. 2 chiffres à retenir. Le niveau des barrages qui était l'année dernière autour de 25%, on est aujourd'hui à 36,3%. Pour être encore plus clair, nous avons aujourd'hui 2 milliards de mètres cubes de plus que l'année dernière au niveau de nos barrages, ce qui est vraiment bien. Aujourd'hui, on a presque augmenté du tiers de nos capacités qu'on avait par rapport à l'année dernière. Donc, c'est vraiment un changement majeur. 3e chose, parce que vous parlez de territorialité, ce qu'on peut dire, et c'est ça l'élément essentiel, c'est qu'aujourd'hui, nous avons un certain nombre de bassins où nous n'avons plus de problèmes d'ici pour l'été prochain jusqu'à 2026, voire 2027. Donc, c'est le cas pour évidemment le Loukos, où nous sommes à plus de 54% donc, de taux de remplissage. C'est le cas aussi dans la région du Moulouia, où nous avons aussi 46% de taux de remplissage, mais où nous sommes rassurés pour 1 an et demi, 2 ans donc d'eau. C'est le cas dans la région de Goulmi-Mouednoun, où nous avons aussi pour plus d'une année d'eau. C'est le cas dans la région de Daraat Filet, où nous avons pour 2 ans, voire 3 ans d'eau potable donc, dans la région de Rachidia, etc. C'est le cas dans la région de Rabat, où il y a eu aujourd'hui une pluviométrie assez importante, où on a eu une augmentation importante donc, du barrage Sidi Mohamed Abdallah, donc, qui nous donne plus d'1 an et demi, 2 ans donc, de capacité hydrique. Et nous avons la bonne surprise, c'est que pour Omrbé, où on avait un niveau très bas, nous avons doublé le niveau. Ça reste faible. Nous sommes aujourd'hui à plus de 500 millions de mètres cubes. On était à 220 millions de mètres cubes il y a une quinzaine de jours. Mais il n'en demeure pas moins que c'est déjà une évolution positive. Et donc, on peut dire que le Saïs également, donc, et la région du Sbou, donc là aussi, il n'y a aucun problème. Et on a eu 500 millions de mètres cubes qui sont venus au niveau du barrage El Ouahda, qui est le plus grand barrage du Maroc. Donc, il y a quand même une amélioration nette. Mais je ne sais pas pourquoi, je sens un mais venir. Vous avez raison, en janvier dernier, vous tiriez la sonnette d'alarme. Est-ce qu'aujourd'hui, Monsieur le Ministre, je sens le mais venir, il y a eu tout ce qui est de positif, mais j'ai l'impression que vous allez nous dire qu'il va falloir que nous restions sur nos gardes. Tout à fait. Je ne me trompe pas, je crois. Et je vais expliquer pourquoi. D'abord, il est important de noter
qu'aujourd'hui, personne n'est capable de prévenir l'avenir. Donc, de dire, parce que c'est la première question qu'on se pose, c'est de dire, est-ce qu'on est sorti du cycle de sécheresse consécutive qu'on a vécu depuis 6 ans et demi? C'est la première question. On ne peut pas véritablement le dire pour 2 raisons. D'abord, on attend évidemment le mois d'avril-mai pour voir un peu les précipitations futures et voir un peu comment les choses vont évoluer. Et deuxièmement, l'année prochaine, on ne sait pas si ça sera une année sèche ou pas. Donc on n'a pas les capacités en termes de météo, pour être très clair, puisque la direction de la météo dépend de notre ministère. Je peux vous dire qu'on est sûr à 2-3 jours maximum. Donc toutes les prévisions donc, à venir, dès lors qu'on est au-delà des 3 jours, les prévisions ne sont pas très précises. Et dès lors qu'on dépasse 15 jours, je peux vous dire qu'on a de très fortes chances de se tromper. Deuxième élément important, c'est que certes, il y a eu une nette amélioration en termes de précipitations, mais on reste en dessous de 18% par rapport à la normale. Donc on est à moins 18%, ça veut dire qu'on est passé d'une sécheresse sévère à une sécheresse qu'on considère comme étant atténuée. Donc, mais on reste toujours dans une logique de sécheresse parce qu'on considère qu'on n'est plus en période de sécheresse dès lors qu'on est à moins de 10% de baisse par rapport à la normale. Alors justement, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui critiquent et qui disent que depuis quelques années déjà, justement, avec la sécheresse, que la politique des barrages est peut-être aujourd'hui dépassée, qu'elle a atteint ses limites à cause du réchauffement climatique? Je vais être très clair par rapport à ça. Aujourd'hui, quand on parle de changement climatique, on parle de 2 choses importantes. Un, c'est évidemment le changement, l'augmentation qu'il y a au niveau des températures, mais surtout l'apparition de phénomènes extrêmes. Ça veut dire quoi? Qu'on va avoir des périodes de sécheresse et on va avoir aussi des périodes de fortes inondations. Or, le barrage n'est pas là uniquement pour stocker de l'eau. Le barrage est là pour protéger notre population. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'entend pas souvent. Et qu'on oublie. Et aujourd'hui, grâce à ces barrages, que nous avons pu véritablement protéger. On l'a vécu pas plus tard qu'au mois de septembre dernier. Les fameuses inondations que nous avons eues à Tata, que nous avons eues dans la région de Zagora, de Rachidia et de Goulmim, si on n'avait pas eu les barrages, on aurait eu des dégâts beaucoup plus importants que ce que nous avons eu. Et deuxièmement, grâce à ça, nous avons pu stocker de l'eau qui nous permettent aujourd'hui de dire qu'on est sorti de la période de crise et de l'urgence, puisqu'on a 1 an et demi, 2 ans. Le sous-souci, on est aujourd'hui jusqu'en avril 2027, nous avons suffisamment d'eau, grâce à ces capacités qu'on a pu, stocker au moment des crues importantes que nous avons vécues. Donc aujourd'hui, les politiques des barrages sont toujours est essentiel et on doit poursuivre dans ce cas. D'ailleurs, on le fait. Et conformément aux orientations royales, aujourd'hui, nous avons 16 barrages qui sont en cours de construction. Nous avons déjà une capacité de stockage de 20 milliards 500 millions de mètres cubes. Mais notre objectif est d'arriver à l'horizon 2030 à 26-27 milliards de mètres cubes. Deuxième chose importante aussi à noter, c'est qu'aujourd'hui, et c'est là où je voudrais clarifier, parce qu'il y a eu quand même un changement important dans le cas de la politique de l'eau que nous sommes en train de mener. Nous accélérons donc la mise en œuvre de ces barrages. On a gagné entre 6 mois et 3 ans, donc le rythme de réalisation, ce qui est important. Et deuxième chose, c'est que nous considérons, et c'est là où je vous donnerai raison, nous considérons qu'aujourd'hui, qu'on ne doit pas tout miser sur les barrages. Et par conséquent, aujourd'hui, on doit passer de travailler uniquement sur les eaux conventionnelles pour mobiliser aussi les eaux non conventionnelles. D'où les orientations royales de mise en place de stations de dessalement. Et notre objectif est d'arriver à l'horizon 2030 à 1,7 milliard de mètres cubes. Je tiens à rappeler qu'avant, quand on est arrivé au gouvernement, on était avec la mise en œuvre en février 2022, donc au moment de notre gouvernement, la mise en œuvre de la station d'Agadir de 100 millions de mètres cubes. Aujourd'hui, nous sommes déjà à 277 millions de mètres cubes, avec les stations d'Esfi, de Jdida qui ont été mises en place par l'OCP, et nous avons la station de Dakhla
également qui va voir le jour au courant de cette année, les petites stations définies, etc., qui ont vu le jour. Donc, nous sommes dans une logique où nous accélérons et la grande station qui va avoir lieu à Casablanca, nous allons avoir une grande station dans la région de Nador, nous allons avoir une grande station, donc quand on parle de grande station, c'est 300 millions de mètres cubes, nous allons avoir une grande station, Inch'Allah, dans la région de Tiznit, dans le Souss, pour 350 millions de mètres cubes. Et ce qui est important, parce que c'est une question que vous aviez soulevée au départ dans votre introduction, ce qui est important, c'est que l'ensemble de ces stations, enfin en tout cas pour les plus grandes, une part de l'eau va aller à l'irrigation. Alors, vous avez dû voir, comme nous tous, ce qui s'est passé un petit peu sur les réseaux sociaux ces derniers jours. En période de Ramadan, c'est l'une des préoccupations majeures, à savoir la hausse des prix, que ce soit pour les légumes, que ce soit pour les fruits. Et là aussi, c'est l'eau qui est pointée du doigt. Et c'est pour ça que dans mon introduction, je disais l'eau à l'origine de tous les maux possibles. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Mais écoutez, moi, je vous dirais, je vais répondre rapidement en mettant l'accent sur 3 points. Le premier point, évidemment, l'eau est essentielle. Et donc aujourd'hui, il est clair qu'avec la sécheresse que nous avons vécue, cela a eu des répercussions sur les superficies qui ont été cultivées. Et on a eu un recul des superficies de 40%, notamment donc avec au cours de ces 2 dernières années. Et ça, évidemment, ça impacte la production et donc ça impacte également, je dirais, la production. Deuxième chose, nous avons eu aussi, avec la sécheresse, nous avons eu un impact aussi sur le cheptel, puisque le niveau de cheptel a baissé de 38% au courant de ces dernières années, en raison de... il y a eu le Covid qui a eu un impact majeur, parce que les gens, en fait, ont été obligés de se débarrasser de leur cheptel, vu que les seaux qui étaient fermés et qui n'avaient pas de possibilité de continuer à les alimenter. Et puis, deuxième chose, évidemment, avec la sécheresse, les parcours pastoraux ont diminué et ça a aussi impacté le coût aussi de la consommation et des fourrages ont augmenté, donc ça a eu un impact également sur cela. Mais il n'en demeure pas moins qu'on ne peut pas tout ramener à la problématique de l'eau. Aujourd'hui, certes, il y a eu ces sécheresses, mais certes aussi, nous avons une augmentation des exportations, notamment les tomates. Aujourd'hui, on est devenu deuxième et je dirais fournisseur de l'Union européenne devant l'Espagne. Donc, il y a eu quand même aussi, on a réussi, grâce à l'action d'un certain nombre d'agriculteurs, etc. Il y a eu aussi des techniques qui ont été utilisées pour économiser de l'eau et pour produire plus et pour mieux valoriser cette ressource hydrique. Donc aujourd'hui, et l'idée principale sur laquelle je voulais mettre l'accent, c'est qu'en plus de cette problématique de production, nous avons eu et je dois le dire, nous avons eu un problème, de circuit long dans la commercialisation. C'est-à-dire ? Ça veut dire qu'il y a eu beaucoup d'intermédiaires qui sont rentrés en ligne et de telle sorte qu'au niveau du prix des fruits et légumes, les intermédiaires qui prenaient à l'époque 35% de marge ont augmenté leur marge pour arriver à 50%. C'est-à-dire aujourd'hui, votre produit, le petit agriculteur, en fait, ne capte que 30% du prix. Et le reste est capté essentiellement par les intermédiaires et ensuite par la logistique et le transport. Et ça, c'est très grave. Parce qu'aujourd'hui, en fait, l'effort qui est fait par le petit agriculteur n'est pas récompensé. Et de l'autre côté, le consommateur, notamment les classes moyennes et les classes défavorisées, se retrouvent avec l'incapacité de pouvoir consommer. On peut clairement parler pour le coup d'injustice. Et que compte faire le gouvernement pour y faire face ? Oui, alors... parce que c'est important quand même de rassurer à ce niveau-là. Parce que là, ce que vous nous dites... C'est énorme d'arriver à 50%. Je suis désolée, mais je suis obligée de réagir. Il y a d'abord le travail qui est fait pour pouvoir raccourcir en fait ces circuits de commercialisation, regrouper aussi les agriculteurs et créer en fait des coopératives de commercialisation pour qu'ils ne doivent pas passer par l'intermédiation. Il y a la réforme des marchés de gros qui est en cours également, qui est essentielle parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, dans le marché de gros, l'une des problématiques majeures que nous avons, c'est que la production ne rentre pas toute
dans les marchés de gros. On a 25%, voire jusqu'à 40% de la production qui rentre dans des circuits parallèles. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, comme le prix se fixe au niveau du marché de gros, comme l'offre est inférieure à la demande, donc on a une augmentation du prix qui est définie au niveau du marché de gros et donc qui se répercute sur le prix au niveau du détaillant. Et la troisième chose sur laquelle aussi il y a une action qui est entreprise, c'est tout le travail qui est fait au niveau et ce qui se fait de manière forte aujourd'hui avec le Ramadan, c'est tout ce qui a trait le contrôle au fait qui est fait par les autorités, par les différents départements concernés pour veiller aussi à ce qu'il n'y ait pas d'augmentation excessive des prix, abusive des prix. Il faut aussi rappeler que dans le cadre aussi de cette action et dans le cadre du travail qui est fait en la matière, il y a aussi un élément important et sur quoi je voulais revenir, c'est que dans le cadre de cette vision et sur le plan hydrique, nous travaillons aussi pour que les agriculteurs puissent bénéficier de l'eau. Alors, deux choses majeures. Dans le cadre du nouveau programme que nous avons entériné au niveau du gouvernement pour l'emploi, nous avons une part qui va aller directement pour la récupération de l'emploi au niveau du monde rural. Donc avec un appui des petits agriculteurs, des petits éleveurs, pour qu'on puisse leur permettre de reconstituer, je dirais, leur cheptel et leur permettre d'avoir en fait un emploi, mais aussi d'avoir un capital qui leur permettrait. Ça, c'est déjà en cours ? Ça, c'est quelque chose qui va venir. Donc, c'est une annonce que je fais par rapport au programme qui a été arrêté dernièrement au niveau du gouvernement et qui a été annoncé par le chef du gouvernement. Ça va concerner tous les petits agriculteurs ? En tout cas, ça va toucher. Non, en fait, c'est un accompagnement qui va se faire pour essentiellement les nouveaux acteurs, enfin les petits agriculteurs qui voudraient rentrer à nouveau. Donc, ça sera des projets. Pour les encourager. Deuxième élément important aussi qui est lancé, c'est que nous allons, et avec le ministère de l'Agriculture, nous travaillons de manière très concertée et la main dans la main pour pouvoir assurer, et ça c'est quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur, c'est veiller à ce qu'on puisse avoir, quel que soit le niveau de pluviométrie, 65 millions de quintaux par an. Aujourd'hui, vous savez qu'on tape, l'année dernière on était à 32 millions. Et donc, on veut assurer cette campagne moyenne, quel que soit en fait le niveau de pluviométrie. Et pour ça, donc l'idée, c'est d'intégrer 1 million d'hectares supplémentaires en zone bourg, mais qui va bénéficier, et sur quoi nous travaillons, de ce qu'on appelle en fait une irrigation complémentaire. C'est-à-dire à partir du moment où on a besoin de pluie à un moment particulier et que la pluie n'est pas au rendez-vous, nous allons leur apporter l'irrigation nécessaire, donc de manière ponctuelle, pour pouvoir assurer, je dirais, la croissance normale. On en revient à cette fameuse solidarité territoriale. Oui, et ça, c'est quelque chose de très important. Troisième chose, et je vous remercie d'avoir rebondi sur cette question, c'est que, comme vous le savez, le souverain nous a fixé comme orientation majeure d'assurer en fait cette fameuse autoroute de l'eau. Nous avons fait une part urgente qui était entre Sbou et le Bourg-Grec, mais l'idée c'est de lier le Locos au Sbou, au Bourg-Grec pour arriver jusqu'à Omrbeh. Et donc aujourd'hui, la région de Doukala, grâce à cette solidarité, va pouvoir bénéficier de cette eau, mais aussi de la région de Tadla, va garder en fait l'eau de Belouidin, l'eau de l'Hansali dans ces barrages, au lieu qu'elle soit transportée vers Casablanca ou vers Marrakech, elle va pouvoir en bénéficier et donc leur permettre aussi de cultiver, d'avoir les irrigations nécessaires au niveau de ces différentes zones, périmètres d'irrigation. Alors, on va quitter l'autoroute de l'eau pour aller sur l'autoroute. L'autoroute, puisque vous êtes également le ministre de l'Équipement. En début d'année, Nizar Baraka, vous faisiez la promesse de réhabiliter 65% du réseau routier d'ici l'année prochaine, puisque vous parliez de 2026. Vous allez parvenir à tenir cette promesse ? Non, en fait, ce que j'avais dit était la chose suivante. C'est qu'aujourd'hui, dans le cadre de la politique routière, nous accordons une importance particulière à la qualité des routes. Et par conséquent, donc aujourd'hui, 47% de notre budget routier va à la maintenance.
Et ce qu'on avait dit, c'est qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'augmenter le niveau de qualité des routes que nous avons. Aujourd'hui, nous avions donc 62-63% donc des routes qui étaient considérées comme satisfaisantes, voire bonnes. Et donc l'idée, c'est d'augmenter à 65% et nous agissons dans ce cadre-là. D'accord, ce qui change tout, Oui. d'ailleurs, par rapport à ce qui Ben avait oui. été compris. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler en kilomètres? Combien de kilomètres de routes réhabilitées? Je crois qu'on parle quand on parle de l'entretien du réseau routier national, on parle d'un chiffre qui coûterait en moyenne 3 milliards de dirhams, c'est bien cela? Oui, tout à fait. Mais 2030, par exemple, c'est une date très importante pour notre pays, puisque nous allons accueillir le monde. Il va falloir mettre les bouchées doubles. Est-ce que l'enveloppe budgétaire sera augmentée? Parce que là, c'est demain 2030. Oui. Il y a des défis majeurs. Moi, je peux vous dire que le ministère des Finances et au niveau du gouvernement, nous avons été, je dirais, bien soutenus par rapport à cela. D'abord, je peux vous dire que notre budget a augmenté de manière sensible. Et déjà. De combien? En fait, on peut dire qu'aujourd'hui, notre budget de cette année en tant que ministère, on est déjà autour de 45 milliards de dirhams. Et si on intègre les budgets des entreprises publiques qui dépendent de notre ministère ou qui sont sous la tutelle de notre ministère, nous sommes aujourd'hui à plus de 65 milliards de dirhams. Et d'ailleurs, nous allons au mois d'avril présenter l'ensemble des projets que nous avons au courant de cette année pour que les opérateurs économiques puissent d'abord avoir la visibilité et puissent s'engager avec nous pour réaliser ces grands projets et surtout faire les investissements nécessaires pour être à niveau, pour pouvoir nous accompagner dans ces changements. Je voudrais dire aussi qu'aujourd'hui, l'un des points fondamentaux, nous avons considéré qu'il était important de faire de la commande publique au niveau du ministère comme un levier de développement et un levier d'industrialisation. Aujourd'hui, je peux dire que grâce à ce que nous avons fait avec l'appui du ministère de l'Intérieur sur le dessalement, avec la mise en place des stations monoblocs au niveau de plusieurs régions du Maroc pour faire du dessalement ou faire de la déminéralisation de l'eau. Aujourd'hui, l'essentiel de ces stations, et nous en avons 200, ont été produites au Maroc par des acteurs marocains. Et aujourd'hui, on est à un niveau d'intégration de 40% et l'objectif, c'est de passer à plus de 60%. Et donc, arriver demain à construire donc les membranes, à construire les filtres. Et c'est ce que nous voulons, c'est-à-dire utiliser la manne financière de l'État pour pouvoir augmenter, je dirais, notre capacité de production, augmenter la valeur ajoutée et augmenter la création d'emplois. Voilà, la création d'emplois et du coup, l'économie nationale et la croissance qui va de pair. Tout à fait. Troisième chose, aujourd'hui, nous avons signé aussi, en fait, cette période, nous avons signé un acte important qui est la mise en place aussi d'un programme pour les autoroutes du Maroc. Donc, avec l'autoroute continentale, Rabat-Casablanca, qui va être une 2 fois 3 voies, donc une autoroute importante. Qui va nous changer la vie. Voilà, et l'objectif, c'est qu'elle soit prête en 2029, donc avant le rendez-vous mondial. Troisième élément, nous avons aussi l'autoroute Titmelil-Barchid, qui a démarré, sur laquelle nous sommes en train de travailler. Nous avons aussi démarré l'autoroute Nador-Gersif, donc pour la relier au port Nador-Ouest, qui sera prêt, Inch'Allah, d'ici le juin de cette année. Et aujourd'hui, grâce à ça, donc l'idée, c'est d'en faire un nouveau pôle de développement, au même titre qu'a été Tanger Méditerranée pour le Nord, au même titre que sera, Inch'Allah, demain, le port Dakhla Atlantique pour la région de Dakhla. Donc aujourd'hui, notre politique est une politique qui vise à faire des grands chantiers que nous menons, des leviers de croissance et des leviers de développement économique et sociaux. Donc vous m'avez zappé ma dernière question parce que c'était justement ça, en se disant que ça fait partie des grands chantiers. On voit par exemple les projets pour agrandir nos aéroports et j'allais vous demander, est-ce que finalement nos routes, nos autoroutes, est-ce qu'au sein du gouvernement c'est un dossier prioritaire? Vous venez d'y répondre puisque beaucoup de choses. Est-ce que vous avez un chiffre aujourd'hui en termes de réseau autoroutier, de kilomètres d'autoroutes? Aujourd'hui, nous sommes à 1800 km d'autoroute. Notre objectif, déjà, donc, avec ce que j'ai annoncé, donc, on va se rapprocher des 2000 km d'autoroute. Mais le souverain
donc, nous a fixé un objectif d'arriver à 3000 km. Donc aujourd'hui, on est en train de travailler, de faire des études sur le schéma autoroutier qui nous permettra d'atteindre donc cet objectif. Et derrière ça, et sur quoi nous travaillons, c'est faire en sorte à ce qu'on puisse véritablement avoir un maillage autoroutier, mais aussi de voies express pour les relier les différentes provinces à ces autoroutes. Aujourd'hui, par exemple, on est en train de faire une voie express entre Qrat Sragna et Marrakech. Nous sommes en train de faire une voie express entre Fès et Taounet, donc pour relier Taounet à Fès et bénéficier de l'autoroute. Nous sommes en train aussi de développer une autre double voie pour pouvoir donc le faire, par exemple, aujourd'hui entre Tétouan et Chaouen. Donc aujourd'hui, c'est tous ces travaux qui sont en cours et sur lesquels nous travaillons et qui visent essentiellement à avoir une meilleure répartition et pour faire en sorte à ce que la nouvelle charte d'investissement qui a été mise en place par ce gouvernement et qui donne une prime territoriale et que cette prime puisse véritablement être utilisée pour qu'on ait des investissements dans l'ensemble des provinces du royaume et ça ne peut se faire que si on a véritablement donc cette connectivité qui est nécessaire pour attirer l'investissement. Une dernière question, ces dernières années, j'allais vous demander de quelle manière vous collaborez avec les institutions internationales, mais je vais aller un petit peu plus loin puisque le Maroc a été cité en exemple justement à plusieurs reprises pour sa gestion de l'eau. Ça veut dire que vous multipliez les collaborations avec les institutions internationales, vous vous servez aussi de ce qui fonctionne ailleurs. Oui, tout à fait. En fait, aujourd'hui... Parce que chaque pays a sa spécificité. Oui. Ça ne doit pas être si facile que ça. En fait, la vérité, c'est que aujourd'hui, nous travaillons vraiment de concert avec beaucoup de bailleurs de fonds internationaux, mais aussi beaucoup d'institutions internationales. Et nous, évidemment, nous saisissons les opportunités qui nous sont offertes pour pouvoir, donc connaître les meilleures pratiques internationales, mais aussi pour partager. Parce que je peux vous dire, le Maroc, dans le domaine de l'eau, est considéré comme modèle. Ah, oui, oui. Et il a été présenté, pas plus tard que dernièrement, j'étais donc avec la Banque mondiale et le FADES, la rencontre qu'il y a eu sur le financement de l'eau. Le Maroc a été cité à plusieurs reprises par plusieurs intervenants en dehors de mon intervention. Donc, ce qui montre véritablement que, alhamdoulilah, donc c'est quelque chose qui est partagé. Et on est très sollicité dans le cadre de la coopération avec nos frères africains donc, sur le partage d'expériences, mais aussi avec des pays développés avec lesquels nous avons signé aussi des accords de coopération pour partager, pour bénéficier de leur expérience, mais aussi de partager la nôtre. Un autre élément important dans le cadre de cette action, c'est que nous agissons aussi dans la coopération triangulaire. Donc avec l'Europe pour l'Afrique à travers le Maroc. Aussi, on l'a aussi avec d'autres pays dans ce sens. Et puis, il y a aussi un élément important sur lequel nous travaillons, c'est aussi pour la recherche-développement, pour pouvoir, je dirais, avancer. Donc, aujourd'hui, avec l'École Hassania des travaux publics, nous avons développé un master dédié au dessalement de l'eau. Nous travaillons aussi sur la recherche appliquée donc en matière d'eau, en matière d'hydrogène vert, etc. C'est le cas aussi de l'université Mohamed VI, qui travaille beaucoup sur ça et avec laquelle nous avons une collaboration forte. Mais c'est le cas avec aussi beaucoup d'universités marocaines. Et aujourd'hui, l'idée principale sur laquelle nous devons mettre l'accent, c'est qu'il est important d'agir ensemble pour pouvoir avoir la meilleure efficacité possible. Vous connaissez bien cette émission, vous nous avez fait l'honneur d'y participer à plusieurs reprises. Le mot de la fin vous revient, vous avez la caméra juste devant vous et vous adressez le message que vous souhaitez à nos auditeurs. Et je pense que ça va être de la sensibilisation parce qu'on en a toujours besoin. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, ce que je pourrais dire, c'est que au Maroc, et nous l'avons ressenti, il y a eu une véritable prise de conscience par rapport à la problématique de l'eau. Et elle est générale. Je peux vous dire que le nombre de clics que nous avons pour pouvoir voir l'état des niveaux des barrages a explosé ces derniers temps, ce qui montre véritablement que tout le monde est très sensible par rapport à cette question. Mais malheureusement, on continue à avoir en fait des comportements qui ne sont pas responsables. Et aujourd'hui, ce qu'on peut appeler, c'est que deux choses. D'abord, il est important que cette sensibilisation et que cette prise de conscience se traduisent en actes et dans notre comportement quotidien. Deuxième élément important, c'est qu'il faut absolument, je dirais, qu'on puisse veiller
à ce que, comme l'a rappelé le souverain, c'est une responsabilité commune et que l'ensemble des acteurs, que ce soit les citoyens, que ce soit les mairies, que ce soit, je dirais, donc, les ministères, qu'on puisse être exemplaires en la matière, mais évidemment nos agriculteurs, nos industriels, que tout le monde, je dirais, s'inscrive avec nous dans cette amélioration de comportement et ce besoin d'économie d'eau qui nous permettra d'assurer sa durabilité. Merci infiniment, Nizar Baraka, et puis je vous dis à très bientôt. Inch'Allah, merci beaucoup. Merci.